parce qu'on a une grande ambition pour l'A220. On veut le produire à hauteur de 14 avions par mois d'ici à peu près un peu plus d'un an et demi. On a l'ambition de déployer l'A220 sur tous les continents du globe. C'est encore un programme jeune. On a aujourd'hui 400 avions en service, plus de 10 000 pour Airbus au global. Ça grandit vite parce que comme on en produit bientôt une centaine par an, eh bien, ce chiffre augmente rapidement. Donc, on en verra de plus en plus. Benoît Chousse, tu es le président et directeur général d'Airbus Canada, une entreprise qui s'est imposée comme un pilier de l'industrie aéronautique nord-américaine. Sous ta direction, Airbus Canada a connu une croissance exceptionnelle avec plus de 4000 collaborateurs mobilisés sur des projets d'envergure mondiale. L'entreprise se distingue notamment par l'intégration réussie du programme A220 issu du C-Series de Bombardier, contribuant à consolider sa position sur le marché et à générer un impact économique significatif. Benoît Chousse, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bonjour Antoine, merci de m'accueillir. Et peut-être, Benoît, pour situer un petit peu notre audience, on a toujours et on a tous entendu parler de Airbus un peu à travers les années, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un peu de temps si tu pouvais bien situer Airbus Canada, notre audience, pour que les gens soient capables peut-être même de faire un peu les distinctions, ce que vous faites au quotidien, où est-ce qu'on vous retrouve. Je pense que ça va pouvoir aider les gens à mieux comprendre ce que vous faites. Oui, volontiers. Alors, c'est vrai que Airbus, au global, l'histoire d'Airbus, elle est assez passionnante. C'est, pour moi, en fait, comment j'aime la raconter, c'est l'histoire d'une vision et d'une collaboration. C'est l'idée que, à l'époque, des pays européens voulaient acquérir une place dans la cour des joueurs mondiaux de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Et c'est l'idée que d'y aller seul, ça, c'est pas forcément voué au succès. Par contre, rejoindre ses forces, y aller ensemble, dessiner une vision commune, collaborer, ben, dans ce cas-là, on a peut-être une chance d'y arriver. Donc c'est vraiment, pour moi, l'histoire d'Airbus, c'est déjà l'histoire d'une vision, d'une collaboration. C'est une histoire humaine, en fait. Ensuite, on est dans un domaine, on ne va pas se le cacher, qui est très technique et très compétitif. Donc quand on parle de technique, on parle évidemment d'innovation. Airbus a eu quelques étapes et c'est aussi fondé, c'est bâti sur des innovations un peu structurantes. À l'époque, on parlait par exemple des fameuses commandes de vol électriques, qui est vraiment une innovation structurante pour Airbus. C'est l'idée qu'en fait, pour qu'un pilote puisse commander un avion, on ne met pas forcément des câbles entre son manche et les surfaces de commande, mais c'est aussi l'idée que l'informatique, les ordinateurs peuvent aider le pilote, peuvent contrôler le pilote parfois, peuvent en tout cas sécuriser l'avion. Donc ça, c'était une innovation vraiment, vraiment importante. Et puis, dans notre industrie, c'est la rigueur sur les fondamentaux. Et notre premier fondamental, c'est la sécurité. Donc, quand on parle d'Airbus, quand on parle des autres joueurs, on parle aussi de l'attention à la sécurité, une attention de tous les instants. Et puis après, la particularité, pour moi, ça fait 23 ans que je suis avec Airbus, c'est aussi vraiment une forte attention aux gens. C'est vraiment l'idée que finalement, la richesse première de l'entreprise, ce sont les équipes, ce sont les individus qui travaillent ensemble, c'est les gens. Donc l'investissement, on ne peut jamais se tromper quand on investit du temps, de l'attention, de l'argent dans les gens. Donc ça, c'est Airbus, un petit peu comment j'aime le définir. Maintenant, le Canada. Alors Airbus au Canada, c'est aussi une belle aventure. En fait, Airbus est au Canada depuis 40 ans et en premier dans notre division des hélicoptères, qui est présente en Ontario, à Fort-Erie, depuis 40 ans, qui s'est également développée. On a une flotte d'hélicoptères au pays qui est importante, plus de 700 appareils qui volent au Canada. Évidemment, cette présence, elle s'est démultipliée, si on veut, au moment où Airbus a pris une prise de participation majoritaire dans le programme C-Series de Bombardier, qui est devenu l'A220. Et l'idée de départ, c'était, on voit un produit qui est exceptionnel, qui est très complémentaire des autres avions d'Airbus. C'est vraiment la complémentarité à la gamme d'Airbus qui nous a fait dire que ça faisait du sens. Et puis franchement, la mission qui est exaltante, qui est de dire on a un programme qui est encore jeune et qu'on veut finalement faire grandir, dont on veut réaliser le plein potentiel. Pour moi, c'est ça l'histoire d'Airbus Canada et l'histoire d'Airbus au Canada. Non, puis c'est donc fascinant parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup
de transactions, je dirais, de négociations et de bons partenariats qui s'est fait à travers le temps entre Airbus, l'entreprise mère qui provient d'Europe, et bien entendu, ce qui a été capable d'être construit avec Bombardier au Canada. Et je pense qu'on pourra peut-être en revenir un petit peu plus tard. Ça va être assez intéressant sur le sujet. Si on parle peut-être juste en termes de chiffres au moment, on se parle combien d'employés dans le monde Airbus emploie? Parce qu'on parle de plus de 4000 collaborateurs au Canada, ce qui est assez important. Mais globalement, dans le monde, c'est énorme, l'organisation. Ça ressemble environ à combien d'employés? Oui, alors Airbus, globalement, déjà Airbus, c'est 3 divisions. C'est les avions commerciaux, c'est la plus grande, les hélicoptères et puis ce qu'on appelle la défense et l'espace, donc la partie satellite, la partie systèmes spatiaux et les systèmes de défense. Au total, selon qu'on compte un petit peu les partenaires externes ou pas, mais on est de l'ordre de 130 140 000 personnes dans le monde. Donc c'est effectivement, présent dans, je crois, 180 pays. Donc vraiment une présence mondiale, des racines européennes, c'est vrai, mais maintenant une société globale, une société internationale, et on va sûrement y venir, mais ça se ressent aussi dans l'ADN d'Airbus, dans la complémentarité des équipes, la façon dont on collabore. Pour moi, c'est très agréable. Souvent, on dit Airbus, parfois on dit Airbus, c'est une société française. En fait, une des grandes chances d'Airbus, c'est que ce n'est pas une société française, c'est réellement une société internationale. Et ça, sur la richesse des différents parcours, les manières dont on fonctionne, dont on collabore, comment on prend les décisions. Il y a des approches très complémentaires qui sont réellement intéressantes. Donc, c'est une société, elle est grande, mais elle est surtout très cohérente, mais très diverse. Ah, c'est intéressant. Mais bref, plus d'une centaine de milliers d'employés. Je crois bien, Benoît, que c'est l'organisation la plus grande qu'on aurait eue sur le podcast jusqu'à maintenant. Donc, c'est un record qu'on va avoir maintenant après plus de 400 épisodes sur le podcast. Ça va donc être une discussion des plus fascinantes. Ton parcours est également assez fascinant, Benoît, parce qu'on te trouve aujourd'hui comme président directeur général de la filiale canadienne, qui a des racines qui sont très, très fortes ici pour toutes les raisons qu'on a évoquées un petit peu plus tôt avec ce qui s'est passé avec l'organisation Bombardier. Mais toi, à la base, tu es avec Airbus depuis le début des années 2000. 2002, si je ne me trompe pas? C'est ça, exactement. Ça fait presque 23 ans, ouais. Ouais. Donc, tu as grandi à travers l'organisation en France à la base. Tu as eu plusieurs rôles avant, ultimement, de prendre la direction de Airbus Canada. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton développement à travers les années. Comment tu es rentré dans l'organisation et comment, à travers le temps, tu as vu peut-être des opportunités se présenter devant toi et tu as été capable de les saisir? Alors, absolument. Alors, une petite anecdote. Quand j'ai été recruté en 2002, effectivement, c'est en novembre 2002, je me rappelle des directeurs des ressources humaines qui m'a recruté à l'époque et qui m'a dit « Vous verrez, vous rentrez dans une grande entreprise. » Elle était déjà grande à l'époque et vous aurez beaucoup d'opportunités. Ce que j'ai pris très franchement à l'époque comme plutôt le discours de quelqu'un qui essayait de m'attirer, de me recruter. Mais ce que je veux dire maintenant, 23 ans plus tard, c'est qu'en fait, c'était vrai. C'était les opportunités et l'opportunité de travailler dans différentes fonctions. Moi, ce que j'ai rapidement aimé, c'est d'une part de me retrouver dans la mission de l'entreprise qui, alors on a parlé des produits, on va parler des produits, mais la mission première d'Airbus, c'est de connecter les gens. Ce qu'on fait avec nos produits, c'est de permettre aux gens de se rassembler, de permettre aux familles de se retrouver, aux cultures de communiquer. Et cette mission-là, elle est vraiment un peu le fil rouge de l'entreprise. Et c'est aussi ça qui fait qu'on ne reste pas 23 ans dans une entreprise et dans une industrie si on n'est pas passionné, si on n'a pas quelque chose qui nous attache émotionnellement. Et cette partie-là, elle est vraiment forte. Et ensuite, alors c'est vrai que moi, j'aime bien comprendre les organisations, les gens, les équipes et aussi la manière dont on fonctionne de différentes perspectives. C'est sûrement ça qui m'a fait, a posteriori, je peux le dire, prendre des opportunités. J'ai commencé au bureau d'études à l'ingénierie. Assez rapidement, j'ai eu une opportunité d'évoluer dans une fonction plutôt de planning et d'une fonction finance opérationnelle, puis finance centrale, ce qui est un autre angle pour regarder comment sont prises les décisions d'entreprise. À nouveau à l'ingénierie, dans un rôle un peu plus stratégique, quand on parlait de développement et puis d'internationalisation. Airbus a développé un bureau d'études à Bangalore, en Inde, dans les années 2007-2008. Et j'ai fait partie de cette aventure-là, ce qui était finalement une autre façon de prendre une perspective sur l'Airbus que je connaissais, l'Airbus avec les racines européennes. Puis, j'ai eu l'occasion d'aller aux approvisionnements,
de travailler avec un partenaire externe, avec nos fournisseurs, comme on dit, sourcer tous les systèmes des avions commerciaux d'Airbus. Donc vraiment, il y a réellement cette capacité à regarder les activités, le business et aussi nos partenariats, nos relations externes, nos clients, nos fournisseurs de plusieurs angles. Et c'est ça qui est assez passionnant dans la structure. Tu as parlé d'opportunités. Tu es allé en Inde, comme tu le mentionnes ici. À quel moment, tranquillement, tu as pu voir que des postes plus importants dans l'organisation se présentaient? Est-ce que c'est toi qui cognais à des portes? Est-ce que c'est des gens qui sont venus cogner à ta porte? Parle-nous peut-être un petit peu de ton évolution, parce que ton rôle, à la fin, je le regardais chez Airbus France, et c'était rendu des rôles de très haut niveau. Tu étais quasiment dans la suite, mais je crois littéralement que tu étais dans la suite exécutive ici. Donc, à un certain point, tu as saisi les opportunités, tu as peut-être, comme je l'ai mentionné, cogné à des portes. Comment ça s'est présenté? Est-ce que tu as d'autres anecdotes pour nous ici, autres que ce que tu as vécu peut-être en Inde? Ben, c'est assez, finalement, ça s'est fait, je dirais, assez naturellement, mais là, et je suis pas une exception, honnêtement, à ça dans Airbus. Je pense que je disais un peu plus tôt, Airbus a vraiment l'ADN de donner sa chance et d'investir sur les gens, mais croit en même temps que chacun est le moteur de son propre développement. Donc, on va pas tellement venir vous chercher systématiquement. Il faut réellement vous prendre en main. Mais ensuite, la curiosité, je pense qu'un des éléments, c'est la curiosité. Honnêtement, l'espace est presque... il n'y a pas de limite, en fait, à l'exploration avec les différentes cultures. Si vous voulez tester un peu une façon plus, j'allais dire à la base, pour être caricatural, un peu à la base plus germanique, d'approcher des sujets, d'analyser des sujets, de prendre des décisions avec un mode très collaboratif de prise de décision où on prépare la décision collectivement, puis on la prend évidemment, alors au consensus ou pas, mais on la prend et ensuite tout le monde s'aligne et la décision est du coup très robuste. Ça, c'est un peu l'approche caricaturalement plus allemande, la chose. Si vous voulez tester ce genre de choses, tester des fonctions que j'appelle moi des fonctions d'intégration, parce que je parlais des approvisionnements. Ce que vous faites quand vous êtes aux approvisionnements, c'est que vous alignez l'entreprise autour d'une problématique de la relation avec un fournisseur, d'un objectif économique dans le cadre d'une relation, d'un contrat avec un fournisseur. Donc, c'est vraiment des rôles qui tirent un petit peu sur toutes les fonctions de l'entreprise. Et il y a vraiment beaucoup d'espace pour ça. Je pense que c'est, a posteriori, je dirais, c'est plutôt la curiosité, le goût d'aller tester des choses nouvelles, d'évoluer dans des environnements humains un peu variés, qui m'ont finalement fait aller rencontrer des gens. Et c'est souvent, vous parlez de frapper à la porte, finalement, c'est souvent des rencontres qu'on fait. La première fois, c'est un échange. Et puis, 6 mois plus tard, il y a une opportunité qui se crée. La personne pense à la conversation qu'on a eue et puis ça se fait un petit peu comme ça. Mais je ne peux pas donner l'impression que c'est pas organisé. C'est très organisé dans la mesure où chacun est propriétaire de son plan de développement. Absolument. Et je pense que c'est des choses que les gens peuvent garder en tête aujourd'hui, qui sont peut-être dans des grandes organisations ou même des plus petites organisations. Si ça se passe comme ça chez Airbus, c'est que ça se passe comme ça dans beaucoup d'entreprises globalement. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des opportunités, mais c'est à vous également de les saisir et de démontrer de la curiosité, de l'envie de vouloir grandir dans ces mêmes entreprises-là, parce que c'est un travail qui se fait à deux. On a besoin de deux personnes pour danser, là. Ouais, exactement. Il y a une petite... alors, parler d'anecdote, il y a eu une étape vraiment marquante quand on m'a proposé justement de prendre une direction d'approvisionnement qui était un rôle à l'échelle d'Airbus assez impactant. Et je ne m'attendais pas à la question, en tout cas, je ne m'attendais pas à la question dans le timing. C'est-à-dire qu'on vienne me voir en disant « Est-ce que tu serais prêt à cette étape-là ?» Je dis « Écoutez, honnêtement, je ne m'attendais pas tout à fait à la question à ce moment-là et je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas encore la capacité à me projeter, à finalement dessiner l'image de comment j'exercerais moi cette responsabilité. Par contre, j'ai envie d'y réfléchir. Et si l'opportunité m'en est donnée, j'ai envie d'aller consulter des gens qui exercent ce type de responsabilité en interne, en externe, dans d'autres entreprises. Et je sais que ça m'a pris à peu près une demi-année, 6 mois, pour revenir vers la personne qui m'avait posé la question, qui était le directeur des achats du groupe Airbus et un autre membre du comité de direction, et leur dire finalement, maintenant j'ai une réponse, parce que j'ai un peu une image de comment moi je pense pouvoir exercer avec mes spécificités, mon ADN finalement, ce que j'aime faire, la façon dont j'aime travailler avec les gens.
j'ai cette image-là, et donc si l'opportunité m'est donnée, pourquoi pas. Voilà, je sais que ça avait été un moment assez fondateur de mon parcours, parce que ça m'avait permis de beaucoup réfléchir sur mes drivers personnels, quel était le fil rouge de mon parcours finalement, et puis aussi me dire que je me faisais confiance pour aller de l'avant. Intéressant. Et bon, j'aimerais parler avec toi un petit peu de tout ce qui s'est déroulé avec notre fameux pays, le Canada. Donc, je crois que ça n'a pas été par hasard qu'ultimement, tu es devenu président directeur général de l'entité canadienne, ou du moins, tu avais déjà préalablement, je crois, travaillé sur certains projets. Peut-être tu peux nous parler comment tout ça est arrivé à ton attention, quel type de projets ont été mis en place, où était ton implication quand tu étais en France à ce moment-là avec ce qui se déroulait avec la filiale canadienne? Absolument. Donc, Airbus a commencé en 2018, à l'été 2018, a pris une participation majoritaire dans le programme, à l'époque, dans le programme C-Series, avec 2 partenaires à l'époque, Bombardier encore, et puis le gouvernement du Québec. Puis finalement, aujourd'hui, Airbus et le gouvernement du Québec, Bombardier a souhaité quitter le partenariat juste avant la pandémie, dans les débuts de l'année 2020. Et donc en 2018, quand ça se fait, moi je suis responsable justement des approvisionnements systèmes pour les avions Airbus. Et rapidement, l'A220, puisque l'avion a été renommé A220 juste après, est devenu ma toute première priorité. Pourquoi? Le programme était dans une situation qui n'était pas facile. L'avion on avait besoin de réduire les coûts internes, mais aussi les coûts externes de l'avion pour le rendre plus économiquement plus viable. Et puis évidemment, il a fallu tout de suite se mettre au travail et regarder sur la partie achat, qui était mon domaine, comment on pouvait trouver des solutions avec nos fournisseurs, avec nos partenaires. Donc tout ça, ça m'a occupé depuis l'année milieu 2018, et puis pendant les 2 ans qui ont suivi, 2 ans et demi. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes du programme ici à Mirabel. Franchement, j'adorais ça. C'était un peu l'impression que c'est l'aventure d'une carrière, pour pas dire d'une vie en fait, parce que c'est vrai que intégrer un programme A220 dans la gamme des programmes d'Airbus, franchement, ça se fait pas tous les jours. C'est vraiment une opération assez unique. Donc j'ai acquis à cette période-là beaucoup de proximité avec les équipes, d'intérêt pour l'aventure, qui est, je trouve, fantastique sur le plan business et sur le plan humain. Et en fait, un peu, pas à ma surprise, mais 2 ans et demi plus tard, on m'a approché pour me dire: «Est-ce que tu serais partant pour partir à Mirabel?» Et puis diriger la structure, diriger les équipes. Bon, je fais pas de mystère que j'ai pas hésité longtemps à franchir le pas. Ouais, mais voilà un peu comment ça s'est passé au début. C'est vrai que j'avais beaucoup travaillé déjà avec le programme. Et peut-être juste pour situer notre audience aujourd'hui, sans nécessairement avoir le chiffre exact, parce que j'imagine que c'est pas un chiffre qui est facilement qu'on connaît facilement, mais les avions Airbus, là, ça représente, en termes de pourcentage de flotte d'avions, que ce soit en Amérique du Nord ou que ce soit mondialement. Est-ce que vous avez des chiffres? C'est peut-être pour situer un petit peu l'audience, parce que j'ai l'impression que votre empreinte, elle est massive. Est-ce que je me trompe ici? Ah non, 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 vous vous trompez pas. Airbus, c'est... Alors, je vais peut-être donner un exemple d'un programme, mais Airbus, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 avions en service. Et je vais donner alors, je parlais un petit peu de l'A320, qui est l'avion qui est qu'on appelle le single aisle, notre monocouloir, qui est le plus vendu. Cet avion-là a été conçu dans les années 1980 par Airbus. Alors, il a beaucoup évolué depuis, mais la première conception était dans les années 1980. Et on avait prévu à l'époque, le plan d'affaires pour le programme était de 700 avions. Le business case, c'était à peu près 700 avions. On en a aujourd'hui plus de 10 000 en service. Donc voilà, c'est juste pour dire effectivement que l'avion, pour des raisons, enfin, nos pionniers ont eu cette vision que ce créneau, l'A320, serait bien positionné dans ce créneau des monocouloirs. Un avion très innovant, on revient à l'innovation, comme l'A220, dont je vais parler juste après. Les commandes de vol électriques, c'était vraiment une révolution à l'époque. Un avion qui était alors évidemment très sûr, la sécurité, il y avait vraiment pas de question.
un avion qui est rapidement devenu économique parce qu'il avait beaucoup de potentiel. Et là aussi, on peut faire un petit parallèle avec l'A220. L'A320 a été modifié plusieurs fois, a été aussi allongé. Aujourd'hui, on a un A321 dans la gamme Airbus, ce qui le rend encore plus efficace. On peut mettre plus de passagers pour finalement pas beaucoup plus de structure et de masse avion. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui ont fait que finalement, cet avion a vraiment avancé. Mais oui, maintenant, plus de 10 000 avions. Et c'est aussi ça qui aide Airbus au Canada, qui aide le programme A220, parce qu'on a une grande ambition pour l'A220. On veut le produire à hauteur de 14 avions par mois d'ici à peu près un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Donc, c'est une grosse croissance. On parle d'une croissance de plus de 20% par an sur la 220 ici à Mirabel et aussi dans notre usine de production aux États-Unis à Mobile. Et produire plus d'avions et avoir plus d'avions en service, ce n'est pas seulement faire plus, c'est aussi faire différemment. On ne gère pas une flotte en service de 700 avions ou comme on gère une flotte en service de 10 000 avions. Donc, c'est aussi se réinventer les façons de faire. Et ce que Airbus, finalement, l'intégration de l'A220 dans Airbus, c'est aussi la capacité à regarder ses façons de faire, regarder ses modèles et franchir des paliers et donner à l'A220 ici au Canada, finalement, les moyens de grandir et de trouver, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un peu son altitude de croisière. Donc, c'est tout ça qu'Airbus apporte aussi. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Et on parle beaucoup de la 220 ici, majoritairement les entreprises canadiennes, donc beaucoup de gens qui vont nous écouter qui sont au Canada au moment où on se parle, majoritairement les entreprises canadiennes d'aviation. Est-ce que c'est souvent les Airbus que monsieur et madame tout le monde vont arriver et vont voyager en avion? Est-ce que c'est souvent cet avion-là qu'on retrouve sur les pistes d'atterrissage dans les différents aéroports? On a des clients. L'A220 est un avion donc, qui est effectivement conçu, développé, produit ici à Mirabel et vendu et mondialement. Il opère beaucoup en Amérique du Nord. Je vais revenir un peu sur quelques clients. Aussi en Europe. Les deux gros continents sur lesquels on trouve de l'A220, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. On commence à en voir en Asie. On a quelques clients, Qantas notamment en Australie maintenant. On en voit aussi en Afrique. On a l'ambition de déployer l'A220 sur tous les continents du globe. Si on parle du Canada, alors Air Canada est un client. Donc, effectivement, on voit nos A220 aux couleurs d'Air Canada. On est très content de ça. Et puis, on voit aussi nos clients des États-Unis, Delta Airlines, Breeze, JetBlue également.
avoir selon leur réseau, quelques Delta Airlines pour sûr, quelques lignes vers le Canada. Donc, c'est vrai qu'on voit l'A220 au Canada et en Amérique du Nord. Bon, c'est encore un programme, faut être quand même un peu modeste également. C'est encore un programme jeune. On a aujourd'hui 400 avions en service. Je parlais de 10 000, plus de 10 000 pour Airbus au global. C'est 400, à peu près 400 à 220. Ça grandit vite parce que comme on en produit bientôt une centaine par an, eh bien, ce chiffre augmente rapidement. Donc, on en verra de plus en plus. Je serais curieux peut-être de t'entendre sur tout le modèle d'affaires de Airbus. Donc, bien entendu, je pense que c'est assez clair pour monsieur, madame, tout le monde. Vous vendez des avions. Ça, on l'a compris. Et vous en vendez beaucoup. Il y en a beaucoup en circulation. Comment se met en place ces différents modèles? Donc, il y a la construction, bien entendu. Il y a la vente d'avions. Jusqu'où et bien entendu, selon les 3 catégories que tu nous as mentionnées plus tôt, jusqu'où le modèle d'affaires va? Est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce qu'il y a un travail d'entretien? Est-ce qu'il y a un travail de conseil qui vient avec ça? Je serais curieux de t'entendre sur l'étendue du modèle parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui connaissent Airbus, entendent parler de l'organisation, mais vous êtes une organisation qui n'est pas nécessairement autant mis de l'avant pour des raisons évidentes. Vous vendez le produit, vous vendez l'avion à la fin de la journée. Donc, je serais curieux de t'entendre un petit peu sur le modèle d'affaires ici. Alors, le modèle d'affaires, il est vraiment, si je peux dire, end-to-end. Il va de la conception. La première tâche, c'est évidemment l'ingénierie. Il faut concevoir un avion. Il faut le développer, c'est-à-dire développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la conception des plans. Il faut lui donner réalité. Il faut commencer à pouvoir le tester des parties d'avion, etc. Il faut évidemment, lorsque l'avion est physique, quand on a les premiers avions d'essai, qu'on les fait voler, il va falloir le certifier. Parce que les autorités de certification, évidemment, sont là pour assurer que l'avion est tout à fait conforme aux règles à la réglementation de certification qui est très exigeante et de plus en plus exigeante pour la bonne cause. Évidemment, ce qu'on veut, c'est la sécurité totale de nos vols et de nos avions. On certifie l'avion. Une fois qu'il est certifié, on a effectivement la capacité à le mettre en service chez une compagnie aérienne. Et ça ne s'arrête pas là. C'est une fois que la compagnie aérienne a l'avion, effectivement, on assure ce qu'on appelle le support à la clientèle, qui est tout un tas d'activités. Quand un client a des questions techniques, on répond. On est évidemment 24/7 pour répondre aux questions techniques. On fournit des recommandations pour tout ce qui est la partie entretien dont vous parliez, la partie parfois réparation, s'il y a une réparation à faire. On est sur l'activité de réparation elle-même. C'est quelque chose qui est partagé. Alors, on a quelques partenariats pour assurer des opérations de maintenance, mais il y a aussi ce qu'on appelle des MRO, des ateliers de maintenance et de réparation qui sont capables, avec une qualification, une certification, d'entretenir les avions Airbus. Donc, nous n'assurons pas nous-mêmes 100% de l'entretien de la flotte. Comprenez qu'avec 10 000 avions ou plus de 10 000 avions, ce serait une activité qui serait évidemment gigantesque. Donc, là-dessus, on se repose sur un modèle où on a des partenaires, des ateliers qui sont qualifiés. Bien sûr, nous certifions les ateliers de maintenance et de réparation, mais on se repose sur un modèle assez étendu, je dirais, sur cette partie-là. Dernière chose que je veux dire, pour ceux qui connaissent le site de Mirabel, juste à côté de Montréal, ici, en fait, vous avez à Mirabel à peu près tout ce que je vous ai dit à l'échelle de programme A220. Donc, vous avez toutes les activités d'Airbus, depuis la partie conception, la partie production, la partie de livraison. On livre à nos clients depuis Mirabel. On a d'ailleurs un tout nouveau centre de livraison qu'on a inauguré il y a quelques semaines, qui est magnifique, qui permet de donner l'expérience client qu'on veut donner à nos clients comme on le donne dans n'importe quel site d'Airbus. Et puis, on a aussi l'activité de support à la clientèle. On a ce qu'on appelle le centre de suivi pour les clients, le CRC, qui surveille toute notre flotte d'A220. Donc, à Mirabel, on a réellement toutes les activités autour du programme A220. Et ce que je dis aussi aux jeunes diplômés que je rencontre dans les universités, où on a du coup tous les métiers. Vous avez à Mirabel tous les métiers d'un constructeur aéronautique. Donc, je dirais que pour l'engagement de nos équipes, c'est aussi fantastique. Là, je vous parle depuis mon bureau. Si on prenait la caméra et qu'on descendait un étage, vous verriez un avion.
Donc, voilà, le facteur de Incroyable. motivation est pas loin, Ouais. est vraiment à côté. Mm. Pour bien qu'on soit capable de comprendre. Ce qui est assez fascinant dans votre catégorie d'organisation, et c'est fascinant quand on réussit, ça c'est important de le mentionner parce que c'est excessivement difficile de réussir, c'est qu'il y a beaucoup de types d'entreprises dans le monde qui peuvent avoir des barrières à l'entrée qui vont être basses et d'autres qui vont avoir des barrières à l'entrée qui sont excessivement élevées. Et plus la barrière à l'entrée, elle est élevée, moins qu'il y a de joueurs qui sont prêts à se prêter au jeu pour aller essayer de chercher des parts de marché pour des raisons excessivement évidentes. Le premier ou le numéro 2 sur le marché a déjà des avantages qui sont quasiment impossibles à rattraper, une vitesse de croisière qui est impossible également à arrêter. Qu'est-ce qui a fait que, avec cette prémisse en tête, qu'est-ce qui a fait que Airbus, à travers les années, a été capable de continuer cette croissance-là, de passer à des dizaines de milliers d'employés, et maintenant des centaines de milliers d'employés, d'être dans 140 pays? J'imagine qu'il doit avoir, sans nécessairement nous révéler toute la sauce secrète, mais un certain modus operandi employé qui vous a permis d'être autant dominant, de vous implanter dans un marché à l'autre. Quelles sont un petit peu les leçons, ce qui sort de cette stratégie de croissance? Alors, le point de départ, on en a parlé un petit peu avant, c'est vraiment la vision. Hein, c'est de dire, pour créer quelque chose comme ça, il faut collaborer, il faut joindre ses forces. C'était impossible pour une entreprise française et puis l'État français à la base de dire on va faire ça, on va jouer dans la cour des grands à notre échelle. Impossible. C'était impossible aussi pour l'Allemagne seule, ou le Royaume-Uni ou l'Espagne. Par contre, la capacité à mettre des moyens en commun, une vision commune, des compétences en commun, parce que c'est beaucoup de compétences qu'il faut former, il faut influer dans les parcours des universités, des écoles d'ingénieurs pour être sûr que les compétences se créent, etc. C'est tout cet écosystème qu'il faut animer. Donc, c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer la nécessité de créer une masse critique au départ pour pouvoir développer. Ensuite, alors ça va paraître un peu... mais il y a aussi... Moi, je suis persuadé qu'il y a aussi une question de culture d'entreprise. Vous savez, on a longtemps été le challenger. Parce qu'on avait Boeing qui était établi, qui était très dominant. Et puis, quand vous êtes challenger, ça, en fait, c'est extraordinaire parce que vous avez l'obligation de faire mieux que le leader, en fait, pour essayer de rattraper. Donc, je pense qu'il y a un état d'esprit d'être le challenger, de garder une mentalité de pionnier, la curiosité, l'humilité qui fait que il faut franchir étape par étape, on n'a pas le choix, on ne peut pas brûler les étapes. Et puis, faut rester concentré sur nos fondamentaux. Il y a des choses qui ne sont jamais négociables, la qualité, la sécurité, être sûr que c'est vraiment... on construit notre marque de fabrique là-dessus. Et puis, aujourd'hui, on est plutôt, j'allais dire, co-leader ou leader, hein, finalement, mais on essaye de garder l'état d'esprit du challenger. Pour moi, ça, c'est vraiment très important. Ne pas être complaisant, continuer à vraiment se concentrer sur les fondamentaux. On a un défi d'industrie aujourd'hui qui est la compétence. Puisqu'on a beaucoup grandi, on a une première génération, la génération de nos pionniers des années 80 dont je parlais, qui est maintenant évidemment partie à la retraite. On a la pandémie qui a aussi érodé certaines de nos compétences chez nous, chez nos clients, chez nos fournisseurs, dans les ateliers de maintenance, etc. Donc, il faut toujours travailler à consolider les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce qui fait notre force d'industrie. Le transport en avion est le mode le plus sécuritaire. Mais vous dites quoi aux gens en ce moment? Parce qu'on dirait qu'on est dans un bizarre de moment par rapport à ça. Si on parle, mettons qu'on sort un petit peu du spectre affaires, j'imagine qu'on vous challenge un petit peu en tant que dirigeant d'une des plus grosses entreprises aéronautiques dans le monde, spécifiquement ici pour la filiale canadienne, là, on est d'accord. Mais il y a certains incidents, ça fait peur à monsieur et madame tout le monde. Effectivement, par la suite, quand on regarde les chiffres, ça reste excessivement prudent de voyager en avion. Peut-être donc deux questions ici, une question principale et une sous-question.
Qu'est-ce qui explique un petit peu ces différentes mésaventures qui ont pu se dérouler et pourquoi aujourd'hui on est encore prêt à dire à quel point que c'est sécuritaire de voyager en avion? Alors bon, il m'appartient pas de commenter sur certains accidents mais ce que je peux dire, c'est que, vous savez, c'est une industrie qui à la fois, on a parlé des chiffres, ça paraît énorme, mais en même temps, c'est une industrie qui est assez compacte. On a, si je parle de Boeing et d'Airbus et d'autres players qui arrivent aussi, hein, Embraer au Brésil, Comac en Chine, on est aujourd'hui, on peut dire, plus tellement dans un duopoly. On s'est préparé et on sait que des nouveaux acteurs arrivent et ils sont très, très crédibles et on les respecte beaucoup. Euh, mais la particularité, c'est que on partage tous les mêmes clients. Nos clients sont les mêmes. Souvent, les compagnies aériennes ont des flottes mixtes. Vous aurez remarqué qu'elles aiment bien avoir surtout les grandes compagnies aériennes, un mix d'avions Airbus et d'avions Boeing. Et puis, éventuellement, d'autres Embraer également, etc. Donc, on a les mêmes clients, on a les mêmes grands fournisseurs parce que il y a pas beaucoup de gens dans le monde qui savent faire des trains d'atterrissage pour les avions, des systèmes avancés, des fuselages en matériaux avancés, pour certains en composite, avec une masse optimisée, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup. Donc, on a les mêmes clients, on a les mêmes fournisseurs, on a le même régulateur. Les industries, les autorités de certification qui nous certifient, qui nous disent votre avion, il est conforme, il est à l'état de l'art, il est conforme à la réglementation et donc vous pouvez le mettre en service auprès de vos compagnies aériennes. On a les mêmes régulateurs, donc on est très... c'est une entreprise une industrie qui est régulée, mais pour la bonne cause. On a besoin du régulateur, parce que notre mission, c'est de transporter de connecter les gens en toute sécurité. Donc tous ces fondamentaux-là, ils sont préservés. Il faut dire à nos gens, c'est une industrie dont on peut confirmer que les fondamentaux sont en place. Il y a eu effectivement des événements je pense que chacun a maintenant su tracer. Je reviens sur la culture. J'ai beaucoup parlé de la culture d'entreprise et du fait qu'on était une entreprise d'ingénierie et donc que l'innovation, l'attention à la qualité, aux détails, etc. Voilà, faut pas oublier d'où on part. On part de là et on restera au-delà de tous les modèles d'affaires dont on a parlé, on reste une industrie technique, une industrie qui est basée sur l'excellence technique, sur l'adhérence aux règles de certification, sur l'attention à la qualité, sur la formation de nos personnels, sur l'investissement dans nos gens. Il faut continuer à investir dans la formation de nos personnels. Et c'est comme ça qu'on va arriver à continuer à garder l'excellence de notre niveau de sécurité. Ce que je trouve fascinant dans votre catégorie, c'est que l'excellence opérationnelle n'est pas un luxe à avoir, c'est une nécessité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être nonchalant opérationnellement parlant. C'est impossible. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Et c'est ce que je trouve donc fascinant dans cette catégorie, c'est de se dire il doit avoir des structures, des processus, des manières d'opérer à l'interne qu'on ne doit pas voir dans beaucoup d'autres types de catégories d'entreprises. Ça doit être très carré pour des raisons excessivement évidentes que l'entièreté de notre audience va comprendre. Mais les choses doivent être assez carrées chez Airbus, j'imagine. C'est très carré, c'est aussi très surveillé. Je parlais encore une fois des autorités de certification, mais on tient notre licence d'opérateur de nos autorités de certification. Nous avons, en fait, c'est même plus que ça, nous avons délégation des autorités. Au Canada, c'est Transport Canada, évidemment. Aux États-Unis, pour Boeing, ce serait la FAA. En Europe, pour les programmes Airbus européens, c'est l'EASA. Nous tenons délégation de ces autorités-là pour certifier, pour développer et ultimement présenter à la certification nos produits, nos avions, etc. Donc, c'est une responsabilité qui nous engage, évidemment, mais qui est aussi révocable. Absolument. On est finalement, à chaque instant,
et on est audité pour ça. C'est pas le moment de rentrer dans tout le détail des points techniques, mais vous imaginez qu'on a un programme d'audit très, très conséquent. Les autorités s'assurent que nous sommes conformes à leurs attentes, que nous sommes finalement non seulement dignes, mais au niveau pour maintenir cette délégation. Et ça, c'est tous les jours. Exactement. C'est pas. Puis comme vous l'avez mentionné plus tôt, vu qu'il n'y a pas énormément d'entreprises dans votre catégorie, pour les raisons qu'on connaît, ben, je veux dire, ils n'ont pas à se poser beaucoup de questions sur quelles entreprises elles vont auditer. Là. Ils n'ont pas le choix d'aller voir régulièrement les mêmes organisations et s'assurer qu'on reste à la fine pointe de tout ce qui se passe au niveau opérationnel. Donc, ça exige même, vous, de votre côté, encore plus de rigueur et de discipline opérationnelle pour maintenir cette cadence, ce travail-là que vous faites avec vos équipes et avec vos clients. Non? Absolument. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est une mission qui est difficile, mais qui est vraiment, si on la rattache à notre raison d'être, c'est toujours ça. La raison d'être, c'est de transporter les gens, de connecter les gens en sécurité. On se dit tout de suite qu'il ne pourrait pas en être autrement, c'est évident. Mm-hmm. Et il y a un point qui est intéressant dans toute cette discussion autour de l'utilisation des avions. Donc, on le sait aujourd'hui, c'est primordial pour la majeure partie de la planète, pour connecter, pour faire des voyages d'affaires, pour des déplacements, bref, pour toutes les raisons imaginables qu'on peut comprendre, on a besoin de se déplacer en avion. Maintenant, il y a un petit peu cette épée Damoclès qu'on a par-dessus nous par rapport à tout ce qui est de la pollution qui est créée par l'utilisation des avions. Donc, on a beau faire les meilleures actions en tant que citoyen pour l'année au complet, mais du moment qu'on prend l'avion, on vient un petit peu de contrecarrer tous les bons efforts qu'on a faits pour l'année au complet. Et c'est la réalité. Donc, il doit y avoir des discussions, il doit y avoir des réflexions également des grands joueurs comme le vôtre par rapport à cette décarbonation, pardonne-moi. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se déroule, quelles sont les réflexions, quelles sont les discussions qui se déroulent chez Airbus et dans l'industrie en général. Alors, merci vraiment d'aborder le sujet parce que c'est vraiment un sujet qui est au cœur de nos actions aujourd'hui. Et nous, notre croyance à Airbus, c'est nous voulons être là aussi le leader. Nous croyons que nous avons l'obligation d'être à la pointe de cet enjeu-là. Je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on dit les émissions dues au transport aérien sont de 2 à 3% des émissions globales mondiales liées à l'homme. Donc, certains disent c'est beaucoup, d'autres disent c'est peu. Bon, de toute façon, 2 à 3%, l'enjeu, c'est que ça n'augmente pas. Ultimement, ça diminue. Donc, on a beaucoup à faire. Maintenant, quand on considère ces 2 à 3% et qu'on regarde ce qui les produit, 97% de ça, c'est l'opération de l'avion. Il y a des entreprises qui, pour elles, l'enjeu, c'est de dire moi, il faut que mon usine soit la moins polluante possible. C'est vrai pour nous aussi. Le site de Mirabel, on fait beaucoup de choses ici pour que l'usine devienne moins polluante, qu'on consomme moins d'électricité, moins d'eau, qu'elle soit mieux isolée, etc. Mais pour nous, 97% de l'enjeu, c'est l'avion. C'est le produit, c'est lié au produit. Donc, quand on a compris ça, évidemment, on se doute que les leviers, c'est quoi? C'est un avion le plus efficace possible. Donc, nous, l'A220, je prends l'exemple de l'A220, il est très efficace. Il consomme 25% de moins que les avions équivalents de précédentes générations. Donc, il faut un avion qui soit très efficace d'un point de vue énergétique, donc dont les moteurs soient très efficaces. Ensuite, on va parler, deuxième levier, on va parler des carburants. Nos avions sont certifiés pour fonctionner avec 50% de carburant durable. On appelle les fameux SAF. On va porter ça à 100%. On va certifier tous les avions Airbus pour être capable de voler avec 100% de carburant durable. Il reste évidemment, il faut produire ce carburant. Donc, il y a un défi de le produire à l'échelle. Mais nous, on fait ce qu'il faut pour que ce soit possible pour l'avion. Et puis, il y a aussi, on y viendra peut-être, un pas technologique. Nous, on croit qu'à terme, l'hydrogène peut jouer un rôle pour certaines catégories d'avions, pas pour toutes, mais pour des avions de type une centaine de places, sur des distances de l'ordre de 1000 à 1500 km. On pense que c'est possible quelque part dans la prochaine décennie, plutôt à la fin de la prochaine décennie. Donc, on travaille sur tous ces leviers. On y met franchement tous les moyens.
Moi, je vois beaucoup de motivation quand je vais, j'étais encore récemment dans les universités, voir des étudiants à Montréal, à Polytechnique Montréal, à McGill et dans quelques universités. Je vois beaucoup de motivation. Les jeunes générations, celles que nous embauchons aujourd'hui, sont très motivées, mais positivement motivées pour dire: «Nous, on a envie de contribuer». On voit l'enjeu, on sait que c'est important pour nous tous, pour l'humanité, de continuer à se rassembler, à se connecter, que l'avion doit jouer un rôle, et on a envie, on a besoin de contribuer. Moi, je vois énormément de passion et de motivation autour de ça. Heu, L'enjeu, c'est qu'il faut être très coordonné. On peut pas, pour ça, il nous faut un cadre clair. Donc on parlait des organismes, du type OACI, du type, le règlement finalement, il nous faut un cadre. Ensuite, il nous faut une feuille de route qui soit coordonnée. Et puis, il faut de la collaboration entre les différents acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est bien sûr nous, le constructeur. On a le produit, on peut agir sur le produit. Ce sont les gens qui opèrent, les compagnies aériennes. Elles aussi peuvent agir. Et puis, ce sont aussi tout l'écosystème, les aéroports. Je vous donnerai un exemple. Nous, on a des partenariats d'études d'infrastructures avec les aéroports canadiens principaux, Montréal, Toronto, Vancouver. Quand vous distribuez demain, si on parle d'hydrogène à terme, distribuer de l'hydrogène sur une plateforme aéroportuaire, il faut l'acheminer. Il faut être sûr que les installations de distribution soient standardisées. Il faut que l'avion soit capable de le recevoir. Ça nécessite énormément de coordination. C'est juste un exemple qui est peut-être un tout petit peu plus futuriste, mais voilà, ça nécessite beaucoup de coordination. Notre industrie doit être très coordonnée dans cet effort. Et ça doit être excessivement complexe parce qu'il faut quand même que les gens comprennent que on ne pourra pas construire des avions électriques comme on a construit des voitures électriques. Il faut être conscient également de la situation qu'on a devant nous, du moins à court terme ou même moyen terme. On pourrait le voir comme ça. Donc, c'est un réel défi, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se régler totalement facilement. Donc, il doit y avoir vraiment, comme tu l'as mentionné, une coordination pour s'assurer que tous les petits détails qu'on est capable de mettre en place soient capables d'aller nous gagner 1% ou un 2% à droite, à gauche pour que ces efforts cumulés-là arrivent à quelque chose. Parce qu'il n'y a pas une baguette magique qui peut régler ça ici. C'est pas autant clair que d'autres défis qu'on pourrait avoir dans notre quotidien, là. Non, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a un menu et une succession d'éléments qui nous aident, mais il faut aller plus loin. On peut jamais se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui entrepris, mais clairement, je vais le répéter, les carburants sont clairement le produit. Faut des avions efficaces avec des moteurs performants, des avions avec des matériaux avancés qui sont légers, parce que la masse, plus un avion est léger, moins il consomme. Il faut des avions qui soient aussi aérodynamiquement très optimisés. La consommation d'un avion, c'est le moteur, l'aérodynamique, la masse. Donc il faut travailler sur ces sujets-là. Ça, c'est nous avec nos partenaires motoristes. Ça, c'est vraiment la partie manufactureur. Ensuite, il faut les carburants, je répète, les carburants, c'est on fait ce qu'il faut, nous, pour accommoder du carburant plus vertueux dans l'avion. Il faut qu'on avance, mais là aussi, il va falloir qu'on arrive à trouver des moyens de produire à l'échelle plus de carburant durable. Et puis après, il faut l'opération de l'avion, comme on se l'a dit. Les trajectoires sont très importantes. On peut optimiser les trajectoires de vol pour qu'elles soient plus efficaces, trajectoires d'approche vers les aéroports, etc. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement complexe parce que c'est une succession d'éléments d'optimisation. Il n'y aura pas de baguette magique. Il faut également qu'on soit capable de bien vivre avec cette conscience-là. Je parle avec des gens récemment qui ont cette peur à cause de ça. À un certain point, il faut passer à travers cette peur-là et comprendre que la réalité quotidienne, elle est ce qu'elle est. Et faisons des efforts ailleurs, peut-être pour essayer d'améliorer notre consommation, nos dépenses, etc. Et de voir par la suite comment on peut intégrer ça dans une manière un petit peu plus globale. Peut-être pour terminer, Benoît, quelle est la suite? Quelle est la suite de Airbus? Quelles sont ses ambitions pour les prochaines années? Vous êtes un joueur, je faisais des petites recherches juste pour me situer un peu à savoir qui est le leader, qui est le co-leader. Et je pense que le terme est bon. Ça a l'air d'être vraiment une course à deux, entre parenthèses, parce que vous avez l'air d'avoir une certaine avance dans le milieu commercial. Peut-être que Boeing
a une certaine avance, entre parenthèses, sur les autres catégories. Donc, clairement, des fois, vous gagnez, des fois, ils sont premiers. Ça m'a l'air d'être vraiment une compétition assez féroce entre deux joueurs, une compétition saine, certes. Mais quelle est la suite pour continuer à avoir cette présence dominante-là et de rester un joueur important sur le marché? Moi, je crois que on en a beaucoup parlé. La première chose, c'est il faut continuer à être excellent sur ce qui fait vraiment notre ADN, sur notre caractéristique. Donc, il faut zéro compromis sur la sécurité, la qualité de nos produits, vraiment les fondamentaux. Il faut rester. La culture d'industrie et la culture d'entreprise doit rester une culture de l'excellence technique, de l'excellence de la qualité, de l'excellence de la sécurité. Ça va de soi, mais on ne le dit jamais trop. Hein, ça, c'est vraiment important. Euh, Ensuite, l'innovation, on en a parlé. Des avions plus vertueux, plus performants, comme on l'a dit, aussi et surtout pour la partie de décarbonation. Ça nécessite de préparer, ça nécessite d'investir. Vous savez, un programme aéronautique aujourd'hui, c'est un investissement pour un constructeur aéronautique qui est une somme à 2 chiffres en milliards de dollars ou d'euros. Donc, en d'autres termes, chaque fois que vous faites ça, vous pariez en quelque sorte l'entreprise, complètement. Parce que c'est un investissement qui, évidemment, a pas mal à la taille, significatif, évidemment, pour l'entreprise. Donc ça, on peut jamais trop bien se préparer. Donc, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il faut évidemment qu'on mette en place toutes les capacités, toutes nos compétences, toutes des briques technologiques, comme on appelle, pour préparer ça. Il viendra un jour où Airbus va renouveler sa gamme A320, qui est celle qui a fait le succès d'Airbus. Voilà, donc ça se prépare. Si je parle de l'A220, je vais parler un peu du Canada et de l'A220 et de Mirabel. Nous, on a beaucoup investi ces dernières années. L'A220, c'est un programme encore jeune, lui. Il est récent, il est technologiquement avancé, cet avion. Il est jeune à l'échelle d'un programme aéronautique. Un programme aéronautique, c'est 50 ans, au moins 50 ans. Donc l'A220, il est encore jeune. On a beaucoup investi. Et les 2-3 prochaines années, c'est vraiment... clairement, les priorités, c'est de tirer parti de ces investissements, donc continuer à le produire et à le produire en plus grand nombre, la montée en cadence que l'on doit réussir. Bien sûr, continuer à vanter les mérites de cet avion et à convaincre nos clients que c'est le meilleur avion de la catégorie. Aujourd'hui, on a un peu plus de 55% de part de marché sur notre secteur qu'on appelle des petits monocouloirs pour l'A220. On veut évidemment pérenniser et, si possible, augmenter ça. Voilà, donc on a beaucoup de travail pour rentabiliser nos investissements et nous assurer que l'on donne tout le potentiel au programme A220 conçu ici à Mirabel, et il le mérite bien. Ça va nous occuper encore quelques années. Et en parallèle de ça, évidemment, on contribue à l'effort d'Airbus au global pour préparer le futur de la gamme Airbus, que ce soit un A320, un successeur à l'A320, et le moment venu aussi, lorsque l'A220 aura atteint son altitude de croisière, l'opportunité peut-être de faire un avion évoluer sur la base de la plateforme de l'A220. Il a beaucoup de potentiel, donc on y pense aussi à terme. On va regarder ça de près. Benoît, merci énormément d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. On a eu la chance de parler affaires, de parler technique, de parler un petit peu de la dynamique environnementale. Ça a été totalement fascinant. Vous avez l'air de toujours avoir besoin de plus de talent. S'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, que c'est leur rêve de travailler chez Airbus Canada, le meilleur endroit pour postuler chez vous? Alors, il y a plusieurs façons. On a un site, vous trouvez nos annonces d'emploi sur le site Airbus. D'ailleurs, les annonces mondiales d'Airbus, tout est visible sur le site. Vous verrez aussi celle pour l'A220 à Mirabel. Ensuite, nous, on aime beaucoup discuter avec les gens. On croit que on aime ouvrir nos portes. Donc on est toujours preneur d'accueillir des visiteurs sur notre site. Je vous dis, à Mirabel, on a tous les métiers d'Airbus. Donc, vous pouvez venir et voir de vos yeux ce que ça veut dire d'être au centre de livraison, au bureau d'études, au service à la clientèle. Vous avez tout à l'échelle d'un site. Donc, moi, j'aime toujours bien inviter les gens sur site. On le fait avec, évidemment, les universités, les étudiants, mais on veut le faire avec plus de monde. Donc, venez nous rendre visite et on sera ravis de vous expliquer ce qu'on fait et d'essayer de vous transmettre
ce que je pense être notre passion. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Benoît Schultz, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.